Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va traiter aujourd'hui de quelque chose qui a agité la sphère terrariophile durant l'été et dont vous avez sûrement entendu parler, vous les amateurs notamment de serpents, puisque vous le savez, les Lampropeltis getula ont été placés sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Alors, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va bouleverser dans votre quotidien? Si jamais vous voulez acquérir un Lampropeltis getula, c'est là que ça va devenir le plus compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant il vous faudra un certificat de capacité correspondant ainsi que l'autorisation d'ouverture d'établissement. Vous savez, la fameuse AOE. Si vous possédez maintenant déjà des individus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien très concrètement, il vous faudra les déclarer déjà en préfecture, ne plus les reproduire, ne plus les vendre, les garder dans votre élevage jusqu'à leur mort et faire en sorte bien sûr qu'ils ne s'échappent pas. Voici au final tout ce qu'implique ce statut de mise sur la liste des espèces exotiques envahissantes de ces animaux. Alors bien sûr, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que aujourd'hui on place Lampropeltis getula sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Eh bien c'est parce qu'aux îles Canaries, en Espagne, vous avez eu tout d'abord un relâché de ces animaux qui ont conduit à une acclimatation de certains individus, de la reproduction de ces derniers, qui ont mis en danger la faune locale endémique, notamment en la prédatant. Quand on pense espèces exotiques envahissantes, un nom nous revient immédiatement en tête, celui de la Trachémis scripta elegans, que vous connaissez sûrement aussi sous le nom de tortue de Floride. Alors maintenant, est-ce que cet exemple il est pertinent? Eh bien c'est justement la question qu'on va se poser. On va se demander si jamais on peut vraiment comparer les deux situations, celui de Lampropeltis getula à celui de Trachémis scripta elegans. Et vous savez quoi? Eh bien pour parler de tout ça, évidemment c'est Rui que je vais accueillir et qui va apparaître ici même dans quelques instants. Vous êtes prêts? Salut Rui! Salut Clément! Comment tu vas? Nickel! Bon, impeccable! Eh bien écoute, je t'ai donc convié pour parler de ce problème de Lampropeltis getula. Première question toute bête, c'est pourquoi comparer l'exemple de Lampropeltis getula avec cet exemple qui revient tout le temps, celui de la Trachémis scripta elegans, la fameuse tortue de Floride? Dans la mesure où la tortue de Floride est le reptile le plus connu en ce qui concerne les exotiques envahissants, pour moi il me paraissait évident d'en parler pour mesurer si un tel phénomène peut se reproduire avec le serpent roi. La tortue de Floride, il faut savoir que c'est deux époques totalement différentes. À l'époque, ça commence déjà par là. Date là déjà un petit peu cette époque. Quand est-ce que commence le phénomène tortue de Floride? Les tortues de Floride, ça a commencé environ dans les années 1960. D'accord. Il y a eu énormément d'importations jusque dans les années 80-90 où là on atteint le pic de la mode, parce que c'était une mode. On atteint vraiment le pic de la mode où là il s'est vendu plus de 4,2 millions de tortues entre 89 et 94. Donc c'est exponentiel. On parle quand même, pour se rendre compte et pour parler avec d'autres mots, d'événements là qui se situent il y a plus d'un demi-siècle. Ouais. Et qui sont, donc ça permet de resituer quand même un peu les choses, et donc des époques complètement révolues avec des techniques différentes, des connaissances différentes, on va y revenir. Forcément la terrariophilie, c'était pas du tout la même chose. Non. Le public visé également n'était pas du tout le même. Oui, le public concerné est totalement différent. Pour la tortue de Floride, il s'agit d'un animal populaire, mignon, destiné aux familles, aux enfants, au grand public en fait. Bien sûr. Et du coup, les vendeurs à cette époque ont profité volontairement ou non pour les vendre sous le nom de tortues naines, en faisant croire qu'ils n'atteignaient pas des tailles conséquentes. Ce qui n'est pas le cas, on va le rappeler. Et les vendre dans des conditions un peu... c'était vraiment le strict minimum. C'est ça, on exactement. Les vendait avec un petit bassin plastique avec un palmier, le fameux, sans lumière, sans rien, avec des crevettes séchées à côté pour les nourrir tout le long de leur vie. Les fameuses gamaris, vous savez, alors qui sont extrêmement lacunaires. Enfin voilà, on voyait bien que c'était pas du tout adapté au final. Complètement. Je ne sais pas comment les tortues ont fait parfois pour atteindre des tailles assez conséquentes. Et pour celles qui ont survécu, qui ont pu atteindre des tailles assez conséquentes à ces conditions épouvantables, ça a pu poser problème déjà en termes de place, en termes de taille, et surtout en termes d'agressivité parfois, parce qu'elles étaient dans des conditions tellement déplorables qu'elles pouvaient parfois avoir un comportement un peu plus sur la défensive. Ces tortues-là, les gens ont cherché à s'en débarrasser, et c'était souvent dans la nature. Et parfois même, ils voulaient le faire avec l'enfant et le mettre dans un bel étang, un beau lac, une belle mare, pour se dire on va pouvoir passer le revoir. Encore une fois, ça partait pas forcément d'un mauvais sentiment. Non, c'était pas un mauvais sentiment. Les gens... juste que c'est pas un public averti. Oui, les gens ne savaient pas à cette époque-là qu'il n'y avait pas d'interdiction à relâcher sa tortue exotique dans la nature. Il n'y avait aucune interdiction, il y avait un vide juridique là-dessus. Et surtout, on n'avait pas tous ces débats et cette sensibilisation qu'on a maintenant sur tous ces animaux-là. C'est une autre époque. Et qui sont notamment venus de l'exemple de la tortue de Floride. C'est-à-dire que vu qu'on a eu cet exemple-là, vu qu'on a eu un précédent, comme on dit,
et bien justement ça a permis de faire avancer la connaissance, ça a permis de faire évoluer les comportements. À cette époque-là, on n'imaginait pas que relâcher sa tortue exotique pouvait être problématique pour l'environnement. On n'imaginait pas qu'elle pouvait concurrencer nos tortues françaises. C'était vraiment une autre époque, c'était pas la même sensibilisation aujourd'hui. Les choses ont changé, heureusement. Voilà, aujourd'hui on est plutôt concerné là-dessus. C'est pour ça que c'est un public totalement différent de celui d'un terrariophile avisé ou débutant qui sait qu'il ne faut plus refaire ces bêtises-là. Bien sûr. Et d'ailleurs, on pouvait même les retrouver. Souviens-toi, Rui, je ne sais pas si tu as connu ça, mais... Non, je ne l'ai pas connu. Non. Dans les fêtes foraines, moi je m'en souviens, dans les fêtes foraines... Ouais, exact. En échange, comme on le fait aujourd'hui avec... normalement c'est interdit, mais comme on le fait avec un poisson rouge après une pêche au canard, à l'époque, on nous récompensait de notre partie avec une tortue de Floride. On nous les offrait dans un petit bac en plastique où parfois les gens les gardaient, miniature, un bac normalement destiné au transport, et on les gardait là-dedans. Et c'était tellement un prix dérisoire, entre 2 et 4 euros en animalerie, donc on imagine bien que les forains les achetaient encore plus bas, qu'on les offrait vraiment comme ça. Il y avait un accès bien plus facile et qui déresponsabilise un peu, parce que quand on achète un truc pas cher, on en prend moins soin. Bien sûr. Et c'était le cas avec les animaux à l'époque, malheureusement. Alors tu me fais la transition parfaite, parce que là forcément on peut parler du prix aussi. Ouais. Ça aussi c'est un truc qui est complètement différent entre les deux animaux. Ouais, évidemment. Quand tu payes un animal très cher, plus du matériel très cher à côté... On va par les chiffres. Un Lampropeltis aujourd'hui, Californiae. Ouais. Tu le trouves à combien en animalerie? On le trouve environ entre 80 à 150 euros selon les morphes, l'âge, l'animalerie, tout ça. Chez les particuliers, on peut le trouver un peu moins cher, mais c'est un serpent qui a un certain prix et surtout, derrière, il y a tout le matériel qui va avec. Bien sûr. Donc de 80 à 150 euros, on peut passer à 300, 350 euros très facilement. On va rien vous apprendre, d'accord, à vous qui aimez la thériophilie, évidemment. Il y a le prix des animaux, mais il y a aussi tout le prix de l'installation, d'accord, qui va avec. Et l'installation est souvent, même toujours, bien plus chère que les animaux. Voilà. Et donc à cette époque-là, quand on achetait la petite tortue de Floride à 2 euros dans un petit bac en plastique, on pensait qu'on avait déjà fait tout le nécessaire. Exactement. Ce qui n'était pas le cas. Rui, un autre truc dont tu m'as parlé rapidement tout à l'heure, mais j'ai envie qu'on se penche un peu plus dessus. Oui, dis-moi. C'est la question du relâcher. Ouais. Parce que globalement, on parle aussi d'un contexte juridique qui n'a rien à voir. Effectivement, dis-nous tout. À cette époque, c'était pas interdit de les relâcher. Toutes les tortues exotiques, on pouvait les relâcher. Du coup, donc on parle bien dans la loi, d'accord, il n'y avait rien qui était stipulé contre le relâcher justement de ces animaux. C'est ça. En fait, la tortue de Floride a servi de pionnière en la matière. En fait, on a pu élaborer des lois après cette expérience-là. Et malheureusement, elle n'a été interdite à l'importation et à la vente qu'en 1997, fin 1997. On rappelle que le début des importations date des années 60. Et que l'importation de masse, c'est les années 90. 80-90, voilà. Empiété sur les deux. Et donc, 97, on interdit l'importation des tortues. En 97, on interdit l'importation. Le problème, c'est qu'à côté, on autorise encore celle des autres sous-espèces de la Trachémys scripta, la Trosti et la Scripta scripta. Et on autorise aussi toutes ses cousines, Pseudémis, Graptémis, et j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment, vous comprenez ce qui se passe. C'est que pour ceux qui justement veulent en faire du commerce et continuer à gagner de l'argent là-dessus, la combine elle est toute trouvée. Vous arrêtez d'importer la Trachémys scripta elegans qui est interdite, mais effectivement vous passez sur toutes les autres sous-espèces de Trachémys scripta, ou alors sur les cousines, comme dit Rui. En plus de ça, finalement, donc l'interdiction de relâcher dans la nature, parce que là on parle d'interdiction d'importation, 97. Mais donc l'interdiction de relâcher dans la nature, c'est quand? L'interdiction de relâcher dans la nature, elle a été prononcée en 2010. 2010, rendez-vous compte, ça veut dire qu'on a 13 ans qui s'écoulent entre l'interdiction d'importation et l'interdiction de relâcher dans la nature. Ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence de l'interdire, mais ce n'était pas acté. Il n'y avait aucune interdiction là-dessus. Et tout à l'heure, rendez-vous compte, on a dit que donc ces tortues ont commencé à arriver il y a plus d'un demi-siècle. J'ai envie de dire que 2010, encore une fois, c'était il y a 12 ans. Je veux dire, on a comme ça une époque immense justement où ces pratiques-là ont pu être faites. Voilà. C'est ça. Et Clément, n'oublie pas un truc, à cette époque-là, il n'y avait ni déclaration, ni marquage, ni enregistrement IFAP, ni puçage, rien. La loi a beaucoup avancé grâce à cet exemple-là, et tant mieux d'un côté. J'ai une autre différence à te stipuler, c'est celle de la popularité. Parce que c'est vrai que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé à aborder les choses, mais justement je veux qu'on revienne dessus. Les tortues, c'est mignon, c'est vu en tout cas comme étant mignon, c'est vu comme étant un petit truc facile. C'est pas le cas vraiment des serpents. Et d'ailleurs, en animalerie,
À l'époque, on trouvait tout le temps, d'accord, justement, ces fameuses tortues. Aujourd'hui, tu ne trouves pas partout du Lampropeltis. Alors, le Lampropeltis, effectivement, on est sur une popularité complètement différente. Déjà, les serpents, ça ne parle pas à tout le monde, ça ne parle pas au grand public, ça ne parle qu'aux initiés ou aux amateurs de reptiles. Et effectivement, dans les animaleries, à l'époque, on trouvait énormément de tortues de Floride. Et il y a quelques années en arrière, on trouvait aussi un peu plus de Lampropeltis jetula. Aujourd'hui, on en trouve moins en animalerie. C'est un serpent beaucoup moins représenté, le marché est complètement accaparé par le serpent des blés, qui présente une palette de couleurs énorme et qui est bien plus adapté aux débutants, parce que un peu moins caractériel, un peu moins mordeur, et surtout pas ophiophage, parce que le serpent roi, par définition, il peut être ophiophage. On rappelle ce que c'est qu'ophiophage, hein, qui mange les autres serpents. C'est ça. Et du coup, c'est un peu ça qui a je pense, l'a fait baisser dans sa popularité, parce que les gens avaient peur d'en mettre deux ensemble. Alors que l'élaphe est beaucoup plus représenté. Ce serpent des blés, c'est un serpent beaucoup plus adapté à notre climat, qui serait susceptible de s'acclimater beaucoup plus facilement qu'un Lampropeltis jetula. Et c'est d'ailleurs un serpent qu'on retrouve parfois échappé de son terrarium dans un hall d'immeuble, dans la rue. On entend souvent ça sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Rui, tu as commencé justement à pointer du doigt ce qui fait mal, à remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Les serpents qui s'échappent. Concrètement, dis-moi, c'est vrai qu'on voit, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux, d'accord, des photos, des choses, des histoires, bref. Quel est le risque, Rui, aujourd'hui, qu'un serpent roi qui s'échappe s'adapte aussi bien à son nouveau milieu qu'une tortue de Floride? Ouais, du coup, on va parler de la tortue de Floride pour savoir un peu comment elle a pu s'adapter à ici. La tortue de Floride, comme son nom ne l'indique pas, elle monte jusqu'aux États de l'Illinois et de l'Indiana à des températures un peu similaires aux nôtres. Et du coup, elle a pu s'adapter à notre climat, elle a pu se nourrir, elle a pu survivre, elle a pu même hiberner et se reproduire, alors qu'on pensait les deux impossibles. Et on va rappeler que ça, en plus, quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, qui sont capables justement de s'adapter, c'est des facteurs qui sont prépondérants. C'est des drapeaux rouges. Voilà. Dès qu'on voit qu'ils s'installent et qu'ils commencent à passer l'hiver et en plus à se reproduire, là on sait qu'on a affaire à un sacré client. Donc effectivement... La tortue de Floride était de ce pédigré-là, quoi. Exactement. Et vu le nombre de spécimens relâchés, on pouvait se permettre d'avoir de la casse. Sur 4 millions en quelques années, imagine le nombre réellement qui a été introduit, ça devait être exponentiel. Et du coup, il y a pu avoir énormément de casse. Et le darwinisme a fait le reste. Beaucoup ont survécu, les plus forts, et ils se sont adaptés. Et ça a permis vraiment d'avoir une facilité pour l'espèce de s'acclimater sous nos latitudes. Et oui, parce que ça, évidemment, d'accord, c'est un des autres facteurs qui fait, comme tu le dis, la différence, c'est le nombre. C'est-à-dire que dans un cas, vous avez un relâché de masse, mais de masse. Et dans l'autre cas, justement, j'ai envie de dire presque du cas par cas, en fait, qui se fait. Et évidemment, pour la pérennité de l'espèce dans un nouveau milieu et qu'elle s'adapte, comme tu le dis, à de nouvelles conditions de vie, parce qu'un animal qui vient de la captivité ne va pas réussir comme ça à s'adapter obligatoirement à son nouveau milieu. Donc il a fallu que seuls les plus costauds, les plus adaptables, etc. des individus réussissent ce processus-là, et c'est ça en fait qui a créé véritablement le problème. On voit du coup que vous avez encore une grosse différence entre la situation de la Trachémys creta elegans et de Lampropeltis jetula. Je sais qu'en plus que tu es un amateur. Ah, j'adore ça, moi c'est ma famille préférée de serpents. Ouais. Décris-nous un peu ces serpents. Le serpent roi, là aujourd'hui on va parler du serpent roi de Californie, parce que c'est lui qui a mené à tout ça, c'est lui qui a été introduit sur l'île de Grande Canarie aux îles Canaries, c'est lui qui est à l'origine de cette interdiction en Europe, c'est à cause de lui. Donc on va parler de lui plus particulièrement. Et Clément, dans cet arrêté, il n'y a pas que le Californiae qui est concerné, mais toutes les autres sous-espèces de Lampropeltis jetula, y compris le Nigritus, qui est très populaire aujourd'hui en terrario pour ses belles couleurs noires profondes. Et toutes les autres sous-espèces que je te mets au défi de m'afficher, Clément, ici, comme le Floridana, le Splendida, le Holbrooki, le Brouski, le Nigra, et j'en passe et des meilleurs, tous ces animaux-là sont concernés par cet arrêté et vont demander les mêmes démarches pour se régulariser. Lui, il vient du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique, à des températures totalement différentes des nôtres, mais assez similaires à celles des îles Canaries, qui sont, on le rappelle, sur la côte ouest, sur des îles
qui sont situés à la côte ouest du Maroc, de la Mauritanie et du Sahara occidental. Bien sûr. Niveau température, forcément. Ça n'a rien à voir avec l'Europe qu'on connaît. C'est pas la Normandie, quoi. Non, clairement pas. Alors, effectivement, au Portugal, en Italie, en Espagne et dans le sud de la France, à des températures un peu méditerranéennes, ils pourraient sans doute survivre, mais sans doute pas passer un hiver, encore moins se reproduire. Et là-bas, les conditions étaient optimales pour cette espèce. Et d'ailleurs, elle a profité d'une niche écologique libre, parce que là-bas, il n'y a pas de serpents. Ah, il n'y a pas de serpents. Donc oui, c'est une île où il n'y a que des serpents introduits, malheureusement. Mais pas de serpents endémiques? Non, il n'y a pas de serpents endémiques. Du coup, elle s'est empressée de remplir une niche vide. Vide, bien sûr. Qui est remplie de lézards dont elle est friande. Elle s'est empressée de remplir cette niche et de coloniser un peu l'île de l'Est jusqu'au nord-ouest. Donc en fait, un contexte ultra favorable dans cet endroit bien précis, à savoir pas de concurrence, des proies à profusion, des températures qui lui vont bien, mais évidemment ça c'est pas le cas partout en Europe. Et je suis sûr que si jamais on parle demain des conditions au Danemark par exemple, on ne sera pas sur les mêmes choses. Le problème dans cette loi, c'est qu'ils ont voulu mettre tout le monde dans le même panier. Dans le même panier pour que tout le monde soit solidaire entre eux, pour qu'il n'y ait pas de transit illégal entre les pays européens et pour permettre à tous ceux où l'espèce pouvait s'acclimater d'être à l'abri en fait. Et vu que l'archipel des îles Canaries, c'est un écosystème isolé et vulnérable à l'introduction d'espèces exotiques et invasives, le serpent roi a vite posé des problèmes sur les populations endémiques de lézards là-bas. Bien sûr. Et forcément, quand on parle d'espèces endémiques, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. D'où l'urgence là-bas d'agir. De traiter ce problème en fait. Voilà, ouais. D'agir sur la présence de cette espèce. Voilà, en fait, on ne nie pas qu'il y a un vrai problème là-bas. Il y en a un. Gran Canaria es la tercera isla por tamaño y la segunda más poblada del archipiélago. De las casi 5.300 especies terrestres citadas en esta isla, el 86,41% son nativas y el 13,59% son introducidas. 1.259 de las especies nativas que aquí se encuentran son endémicas del archipiélago y de ellas 464 son exclusivas de la isla. De entre esta gran variedad de fauna y flora, destacan dos especies de reptiles exclusivos de esta isla, el lagarto gigante de Gran Canaria y la lisa de Gran Canaria, que desde hace unos años están amenazados por la introducción descontrolada de una peligrosa especie invasora. A pesar de que en 1998 aparecen los primeros ejemplares de serpiente rey o culebra real de California al este de Gran Canaria, y que continúan capturándose individuos en los años siguientes, no es hasta el año 2007 cuando se confirman las sospechas de que la especie está establecida y reproduciéndose regularmente en la isla. Bueno, alguna vez sí me he encontrado alguna, me he encontrado 3 serpientes. Al principio todo el mundo se sorprendía. La verdad es que las encuentro por todos sitios, se meten en las casas. Asustadas además porque no sabíamos ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Una en esa caseta, otra en otro tanque. Las he visto en los jardines. En estos 5 últimos años se ha ido viendo el aumento de serpientes anual. ¿Es un problema? Están apareciendo muchas serpientes. Mais on va dire que par contre de là à établir un problème, de faire en sorte, enfin de faire comme si jamais il y avait un problème en fait généralisé partout ailleurs, là pour le coup c'est une autre question. Oui, c'est un peu extrême. Il y a eu quelques cas de spécimens qu'on a retrouvés, relâchés ou le plus souvent échappés de leur terrarium en France comme chez nos voisins européens, mais à chaque fois il s'agissait de serpents totalement désorientés, pas du tout installés et du coup ça réduisait clairement le risque de propagation. On est très loin du relâché massif de la tortue floride. Et quel est l'historique là-bas de l'introduction de ce serpent? Il faut savoir qu'il a été vu pour la première fois en 1998, mais c'est qu'en 2007 qu'on a réellement confirmé sa présence. Ah oui. Donc il y avait dû avoir des relâchés délibérés ou non. Et donc en 2007, on a vraiment confirmé la présence de cette espèce et mesuré les risques qu'elle pouvait représenter. D'accord. Et entre 2007 et 2011, il y a eu plus de 1064 serpents capturés. Ah oui, quand même. Ce qui a conduit à la création de ce fameux plan national LIFE plus Lampropeltis. Ah, ok. Tu peux nous en dire plus? Oui, ce programme LIFE, c'est un programme qui a eu lieu de 2011 à 2015 et qui consistait à capturer, sensibiliser aussi les citoyens. Il y a même eu des pièges qui ont été posés pour pouvoir capturer ces animaux à base de trappes et de souris à l'intérieur. C'était vraiment
ils ont essayé vraiment toutes les solutions et ont gardé les meilleures. Et encore aujourd'hui, ils utilisent toute cette expérience acquise pendant ce programme pour continuer d'essayer d'éradiquer cette espèce. Aujourd'hui, on compte concrètement plus de 14 287 individus capturés depuis le lancement du programme en 2011. Okay. Ouais. Et il faut savoir que là-bas, la sensibilisation a tellement marché qu'au moins un tiers des captures a été faite directement par les citoyens. Ceux qui ramenaient les serpents capturés au programme. Donc une application de la population comme ça, et un chiffre qui reste, il faut l'avouer, c'est considérable. Oui, et en plus là-bas, vu que c'était une île sans serpents, effectivement les gens, quand ils ont commencé à en voir, ils se sont tout de suite alertés, et ça a permis d'aller un peu plus vite quand même. Bien sûr. Mais du coup, depuis toutes ces années-là, on a toujours noté une augmentation des captures, donc forcément des populations. Mais ce n'est qu'en 2022 qu'il y a eu une légère baisse. D'accord. Mais le problème n'est pas encore réglé là-bas. Et bien sûr, évidemment, tout ça, d'accord, c'est une tendance qui reste à confirmer puisque 2022, c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. L'année n'est pas encore finie. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un constat qui se fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment trouver de pertinence dans cette comparaison Trachemys-Lampropeltis. Je vais retourner au tout début de ce qu'on a commencé à évoquer ensemble, à savoir l'époque. Parce que l'époque, elle a changé, comme on a dit. Et qu'aujourd'hui aussi, il y a peut-être d'autres moyens de contrôler justement une éventuelle propagation, une éventuelle installation d'individus comme ça, d'espèces exotiques envahissantes sur un territoire. Oui, effectivement, moi je pense, les époques sont totalement différentes. Je pense qu'il aurait, plutôt que d'interdire, il aurait fallu plutôt contrôler, pucer ces animaux. Comme ça, on responsabilise les gens. C'est-à-dire que si ton animal est retrouvé dehors, on connaît le propriétaire, on peut le retrouver et il s'expose forcément à une forte amende. Je pense que la responsabilité et la sensibilisation marchera beaucoup plus. Surtout que quand on arrive, la pédagogie. Surtout quand on arrive, on le voit avec la tortue de Floride, on peut en parler à n'importe qui, il connaîtra ce cas et ça a sensibilisé tout le monde. Donc effectivement, oui, je pense qu'il aurait mieux fallu faire ça. Surtout que cette loi est tellement soudaine que les propriétaires de ces serpents-là peuvent paniquer et se débarrasser des animaux. Bien ou dans la nature ou je ne sais où. C'est ça, parce qu'il peut y avoir en fait un effet vicieux. Moi je comprends ce que tu es en train de nous dire, à savoir celui qui a une reproduction aujourd'hui là, qui va avoir des jeunes serpenteaux, est-ce qu'il ne va pas finalement être tenté de se dire zut, je vais aller m'exposer à des problèmes et par conséquent, ni vu ni connu, au final, une des solutions qui pourrait être apportée, évidemment, ne le faites pas, on ne le conseille pas, ça va sans dire, évidemment. Mais c'est quelque chose auquel on pense. Est-ce qu'il ne va pas être tenté de se dire tiens, finalement je vais les relâcher quoi. Ouais, ou les tuer, ce qui est illégal aussi dans les deux cas. Mais oui, on est sur une décision un peu soudaine et brutale en fait pour un animal qui est populaire. Et juste responsabiliser les gens, ça marchera toujours plus. On peut créer surtout un trafic parce que les gens qui aiment ces espèces-là ne vont peut-être pas s'arrêter de les élever. Et du coup, on peut créer un trafic parallèle où les animaux ne seront ni pucés ni déclarés et où tout va se faire sous le manteau, comme c'est encore le cas avec la tortue de Floride. Mais heureusement, les gens ne les relâchent plus trop, à quelques exceptions près pour les tortues qui l'ont remplacée, comme la Moremis sinensis. Mais oui, c'est compliqué tout ça. C'est très compliqué, ouais. Parce qu'en plus, depuis toutes ces années où ce serpent était bien plus populaire qu'aujourd'hui, bien plus vendu, il n'y a eu aucun problème. Dans tous les pays où il a été vendu, excepté sur l'archipel des îles Canaries, il n'y a eu aucun problème. Il ne s'est acclimaté nulle part ailleurs. Pour les raisons qu'on a pu mentionner plus Pour les raisons qu'on a mentionnées, effectivement. Alors pourquoi prendre cette décision alors que ce serpent-là ne représente pas un réel danger? Si tu veux, cette loi, ils l'assument d'ailleurs, ceux qui l'ont votée, qui l'ont écrite. Cette loi, cet arrêté, est en prévision du futur. Ils s'imaginent avec une liste de pays où ils pourraient être possiblement présents plus tard. Donc acclimatés dans notre nature. Et j'ai envie de dire que du coup, là, on a un peu deux extrêmes. Et encore une fois, du coup, comparaison de vos paraisons entre Trachemys creta elegans et Lampropeltis jetula, puisque donc on a un peu deux extrêmes. Dans un cas, on a réagi trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait évidemment pas le recul. Ça peut être excusable, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a une réaction après coup. Et là, en fait, on a une anticipation énorme. Une anticipation exagérée même. Que toi, tu qualifies d'exagérée. Parce que pour l'instant, les seuls échappés qu'il y a eu, c'est toujours des animaux qui ne sont pas acclimatés, ni... il s'agit d'individus isolés, désorientés, et c'est tout.
Parce que quand on compare toutes les espèces nord-américaines et les espèces asiatiques, sont bien plus susceptibles de poser un problème d'adaptation et d'impact sur notre environnement que ce serpent roi au final. On va beaucoup plus citer les espèces asiatiques comme aujourd'hui les tortues asiatiques qu'on retrouve parfois dans nos étangs comme on retrouvait la tortue de Floride en bien moins de grande quantité heureusement parce que la sensibilisation et l'information et la pédagogie a fait son affaire mais c'est des animaux bien plus susceptibles qu'une espèce du nord du Mexique et de Californie, quoi. Si je t'écoute bien, oui, du coup, ça veut dire que avec ce genre de philosophie, j'ai envie de dire, d'idéologie, on pourrait se retrouver finalement avec des interdictions massives. On pourrait, si vraiment on reprend leur plan, leur logique, leur prédiction, on pourrait mettre tout et n'importe quoi sur cette liste. On pourrait introduire un peu tous les serpents qu'on maintient aujourd'hui en captivité, excepté les espèces plutôt africaines ou d'Amazonie. Mais tous ces serpents qui vivent à des climats plutôt tempérés comme le nôtre, qu'on élève tous en terrarium, pourraient poser problème. Également les Thamnophis. Ouais, je vois ce que tu pointes du doigt. Ah, les propriétaires de l'animal le plus dangereux pour notre environnement, qui ne sont pas inquiétés. Je sais de qui tu vas me parler. Effectivement, je parle du chat, qui est tant décrié par les terrariophiles, les herpétologistes et les naturalistes en général, qui cause des dégâts monstrueux, énormes dans notre écosystème et même dans les écosystèmes nord-américains et un peu partout dans le monde au final. Bien sûr, bien sûr. Et lui, personne ne l'embête. On les laisse crapahuter toute la journée. Et la nuit. Toute la nuit, sans que personne ne soit inquiété, sans qu'on aille toquer chez personne pour lui dire « Dis donc, ton chat, il est en train de traîner dans mon jardin qui est aménagé justement pour la faune locale ou dans les jardins publics également aménagés. » Bien sûr. Personne ne les embête. Ils vont chasser par instinct et non par nécessité nos espèces protégées et causer des ravages. Et causer des ravages. Aux États-Unis et au Canada, il y a eu plusieurs espèces d'oiseaux qui ont été éradiquées là-bas à cause du chat. Encore une fois, on les aime les chats, c'est pas le problème. Évidemment, on aime les chats, on n'a rien contre eux. Moi, je les préfère juste entre quatre murs dans des appartements ou des maisons pour éviter qu'ils aillent causer des dégâts et que nos futurs enfants ne sachent plus ce qu'est une mésange bleue ou un lézard des murailles ou un lézard vert ou une couleuvre à collier. Et simplement, on note ici la priorité qui n'est pas de mesure en fait. Ouais, qui n'est pas au final l'environnement, parce que si on voulait vraiment sauver l'environnement, il y a des problématiques on irait responsabiliser les propriétaires de chats. Bien sûr. Ça commence à bouger, il y a des gens qui réalisent que le chat est un problème. Ça commence à évoluer les mentalités. Mais de là à, imaginons, interdire, voire pucer et mettre des amendes aux gens qui les laisseraient dehors. Il y a un pas qui est encore énorme. Le monde n'est pas prêt pour ça en tout cas aujourd'hui. Et parfois, nos jardins et nos parcs sont les derniers refuges à la faune sauvage, surtout en ville. Bien sûr. Moi, j'ai vu des jardins qui abritaient des orvets, alors qu'il n'y en avait pas à 30 km à la ronde, juste dans ce carré de jardin, en friche, qui ont été décimés par des chats du quartier. Bien sûr. Dans un quartier, vous avez plusieurs jardins, parfois plusieurs animaux protégés, et vous avez dans un quartier parfois jusqu'à 10, 15, 20, 30 chats qui se baladent en toute liberté. Autant de prédateurs et qui chassent à longueur de journée par plaisir. Écoute Rui, en tout cas, c'est sur ce message que je vais te remercier une fois de plus d'avoir participé à cette vidéo et de nous avoir apporté tes éclaircissements. Avec plaisir, moi tu sais que c'est une famille de serpents, un genre de serpent que j'affectionne tout particulièrement. Et cette loi, je l'ai trouvée un peu soudaine, surprenante. À l'image de beaucoup de personnes, je pense. Oui, et pas forcément bienvenue. Rui, du coup, je te remercie. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et n'hésitez pas, vous savez, les choses qu'on dit d'habitude, à savoir laisser un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, exactement. Un petit like. N'hésitez pas également, d'accord, à nous laisser un petit commentaire en nous disant, par exemple, si jamais vous avez compris bien justement cette nouvelle législation. Est-ce que vous possédez également, d'accord, des lampropeltis gétulas? Est-ce que vous êtes concerné par tout ça? On se retrouve très bientôt. Ouais, très bientôt. Pour discuter de faune française, peut-être, Évidemment, de parler d'un autre problème qui n'est pas lié à la captivité cette fois. Exactement, on n'en dit pas plus. Voilà. Tu as déjà fait le teasing. Du coup, on vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité. On vous dit à la prochaine. Ciao à tous. Bye bye.